Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Sur le terrain de Jumpstart Studio. Aujourd'hui, je suis accompagné de Béranger et avant de te laisser la parole, je vais me présenter. Je suis Jordan Simon-Chopard, le fondateur de Jumpstart Studio. On est une agence de production de contenu et de gestion de réseaux sociaux basée à Chassieux, donc à côté de Lyon. Et on travaille beaucoup avec des acteurs du sport. Et du coup, acteur du sport, aujourd'hui, Béranger Martinez de la Fabrique du Sport. Est-ce que, déjà, merci d'être ici. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu as fait avant et puis ce que tu fais maintenant? Pas de souci. Merci Jordan de m'accueillir dans tes locaux à Chassieux. Est lyonnais représente. Nous, on n'est pas très loin, donc c'est cool. Effectivement, moi, personnellement, je suis cofondateur de l'entreprise La Fabrique du Sport, qui est une entreprise plutôt spécialisée sur du gros matériel sportif, comme des buts de football, des paniers de basket ou des équipements d'athlétisme. J'ai 34 ans cette année. J'ai fait ce métier depuis ma tendre enfance, puisque mon grand-père et mon père faisaient déjà ce métier-là avant. Et donc, de fil en aiguille, j'ai pas eu besoin d'aller chercher loin pour faire ma vie professionnelle. Et c'est de famille, puisque je me suis associé avec mon cousin qui s'appelle Charlie et du coup qui travaille avec moi, qui aurait pu être à ma place aujourd'hui, mais du coup je participe un peu plus au développement commercial et communication, donc je suis là. Du coup c'est une histoire de famille. Tu fais ça parce que tu avais envie de faire ça ou c'est plutôt parce que tu avais envie de prendre la suite familiale? Ça n'a rien à voir avec le sujet d'aujourd'hui, mais ça m'intéresse de savoir. Oui, il n'y a pas de problème. Au départ, nous, notre rêve, de toute façon, on est né dans une entreprise d'équipement sportif. On a toujours dit ça comme ça. Donc ça a été un peu inné. On ne s'est pas vraiment tout le temps posé la question, mais du coup, c'est devenu une passion, je pense, malgré nous. Okay. Et de fil en aiguille, vu que c'est un métier qui ne s'apprend pas à l'école, ça nous apporte énormément de plus-value aussi dans ce métier-là. Parce qu'à notre âge, en fait, c'est rare d'avoir 15 ans d'expérience dans un domaine très technique. Donc au départ, on voulait reprendre l'entreprise familiale. Ça ne s'est pas fait comme ça. En tout cas, c'était un rêve. C'est plus compliqué que ça finalement dans la vie réelle. Et finalement, avec mon cousin, puisqu'on est des entrepreneurs dans l'âme, on s'est dit qu'on allait créer la Fabrique du Sport pour créer une entreprise avec nos valeurs, pour pouvoir faire un projet qui nous ressemble. Et c'est pour ça que la Fabrique du Sport est née, tout simplement. Et avant qu'on rentre dans le vif du sujet, mêler famille et business, comment ça se gère? Comment on y travaille? C'est pas trop compliqué? Ça peut être compliqué parce qu'en plus on a vécu nous précédemment une histoire complexe qui a mêlé nos pères avec mon cousin. Je pense qu'il faut faire preuve de transparence au maximum. Si on n'en est pas capable, il faut savoir peut-être ne pas le faire. Effectivement, ça peut avoir des risques, mais en tout cas, nous, avec mon cousin, on s'est toujours dit qu'on créerait une entreprise soit seul, soit accompagné de l'un ou l'autre, mais jamais avec quelqu'un d'autre. Okay. Parce qu'on est très fusionnel et on se comprend par cœur, on se connaît, on avait vraiment grandi ensemble, mais on s'est vraiment choisi en fait. C'est pas comme une fratrie, on est cousins, donc on n'était pas obligé de traîner ensemble en fait. On s'est vraiment choisi, on est très complémentaires et donc c'est pour ça qu'on a foncé, parce que dans la vie de tous les jours, on est amis aussi. Donc, vous voyez en dehors et vous parlez de boulot ou vous parlez de choses du coup? Malgré tout, c'est quand même une passion. On fait ce métier-là, on travaille dans le sport, donc bien sûr. Ça parle un peu de boulot, même en dehors, quoi. Pas que, mais on essaye de faire la part des choses de temps en temps. Et du coup, la Fabrique du Sport, c'est quoi? Combien vous êtes? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous proposez? La Fabrique du Sport, du coup, c'est une entreprise qui a bientôt 5 ans. En mai 2024, on aura 5 ans. On se considère comme des spécialistes du gros matériel, l'équipement sportif, comme du gros mobilier, des paniers de basket, par exemple. On a pu équiper, par exemple, la Tony Parker Adequate Academy, travailler sur la LDLC Arena. Donc, on est vraiment sur aussi des projets de haut niveau. Okay. On a vraiment cet ADN-là de compétition chez nous, sur le sport compète, où on va pouvoir accompagner nos clients là-dessus. Ce qui nous permet en fait d'être aussi très performants dans
dans le sport ludique. Donc quand je dis gros matériel, ça va être de la fabrication, de l'installation de gros mobilier sur mesure ou standard, la pose de filets, la pose de sautoirs de perche, de cages de lancer de marteau. On va faire des gros ouvrages en fait, avec un petit peu de maçonnerie des fois, vraiment du chantier. À l'inverse, on va peut-être être moins pertinent sur un ballon de basket ou une raquette. Là n'est pas vraiment notre modèle d'entreprise. Et du coup, tu parles de fabrication et d'installation. Tout est géré en interne par la fabrique du... Enfin, comment ça se passe concrètement ? Je suis pas, le gestionnaire d'une piste d'athlétisme. Comment ça se passe ? Nous, le but, c'est de proposer on va dire un projet clé en main de base. Donc, de pouvoir venir sur le chantier, auditer le client pour pouvoir comprendre ses besoins, lui proposer un produit adapté, standard si c'est possible, ou sur mesure, fabriqué sur mesure en fonction de ses contraintes de stockage, de fixation, de personnalisation en couleur aussi. Ça, on essaye de se permettre de tout faire pour essayer de partir un peu dans des extrêmes des fois qui nous permettraient de faire des équipements incroyables. Ça, c'est vraiment notre volonté, notre ADN, pour donner envie aussi aux jeunes de jouer sur des équipements qui sont sympas. Donc, on essaie de tout faire. On fait aussi de la réparation. Ça, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais on essaie de proposer ça de plus en plus pour optimiser les budgets des mairies. C'est-à-dire que quand tu fais de la réparation d'un équipement, des fois, tu n'es pas obligé de tout changer. Ça a du sens aussi au niveau écologique. De se dire, on réutilise des matériaux qui sont encore en bon état. Il y a une problématique de sécurité par moment qui nous empêche de tout réparer, et c'est très bien. Voilà, donc on est là-dedans. Et d'un point de vue plutôt modèle économique, notre objectif, c'est pas de tout fabriquer sur Lyon en interne, parce qu'on est une jeune entreprise qui grossit assez vite quand même. Et on ne pourrait pas en fait absorber toute la capacité de production demandée dans l'été, parce qu'on a un métier qui est très saisonnier, et nos clients qui sont les mairies en fait, en grande majorité, nous demandent d'intervenir souvent quand il n'y a pas d'association scolaire. Il n'y a pas de scolaire, ok. Exactement. Donc là, tu arrives dans la grosse période là. Ouais, exactement. Là, on va arriver cet été avec les JO, etc. Ça va être chaud, mais on le sait. Et en fait, la problématique, c'est que si on internalise toute la production, en fait, on se retrouve à plus pouvoir gérer des délais de production, et donc de pas gérer bien la promesse client d'installer un chantier à telle date. Et donc c'est pour ça qu'on s'est entouré de partenaires de confiance, comme on dit, nous, dans une région industrielle incroyable, parce qu'ici on est dans une zone industrielle, tu es bien placé pour le savoir, à Chassieux, qui est immense, avec des compétences techniques folles. Et donc on arrive à faire produire des pièces à des coûts de revient intéressants pour nous, qui seraient presque similaires à des coûts de fabrication en interne, grâce à des entreprises qui sont outillées avec des machines spécialisées. Qui coûtent très cher. Exactement. Où là, c'est vraiment leur métier de fabriquer des pièces en série avec du laser tube, du cintrage, voilà, des machines de pliage plus performantes. Là où l'équipement sportif, on est plus dans l'artisanat en fait. Okay. Donc nous, on fait tous nos protos, on fait nos tests, on fait nos petites pièces en série, on fait quelques produits en interne quand même pour un peu des produits stratégiques où on ne veut pas prendre de risques. Et de toute façon, on contrôle tout et on assemble chez nous avant d'envoyer. Okay. C'est un peu ça le modèle. Et du coup, tu parlais Tony Parker, Adequate Academy, LDLC Arena. Qui sont vos cibles ? Qui sont vos clients, du coup ? Très bonne question. Historiquement, nos plus gros clients, c'est les mairies. Ça a toujours été, c'est vraiment notre cible. Donc une collectivité en fait, ou le service des sports qui peut avoir des besoins récurrents. Donc là, on va vraiment être là à sa disposition pour pouvoir trouver des solutions très pragmatiques. Et après, on voit que le modèle économique, le modèle du sport en France bouge un peu. Et on a de plus en plus de salles privées qui aussi se créent. On parlait, notamment la Tony Parker Academy, la LDLC Arena. Beaucoup de complexes de... Moi, je sais que je joue au padel, donc il y a beaucoup de complexes, par exemple, de padel aussi. Est-ce que vous y intéressez On s'y intéresse progressivement. Alors, il y a beaucoup d'entreprises qui font du padel. Donc, vu qu'on avait pas mal de sujets à traiter, c'est vrai qu'on est peut-être un peu en retard là, sur cette thématique-là, c'est vrai. Tu veux pas tout faire après, hein ? Exactement. On en parlait aussi tout à l'heure. Il faut savoir dire non ou s'organiser
pour pouvoir faire des bons chantiers et que en fait, ton client soit content à la fin. Donc, si tu t'en prends trop, des fois, tu peux te brûler les ailes. Ouais. Donc, en fait, il y a ce modèle-là où il y a des salles privées qui se créent. Même, on peut parler de futsal Oui. indoor. 3-3, le basket 3-3, il y C'est ça. y a des choses comme ça. C'est ça. Et donc, on a aussi cette cible clientèle qui est forte. Ok. Où on se retrouve avec des clients aussi qui parlent le même langage que nous, qui veulent personnaliser les produits, qui veulent aller loin dans la technicité. Et qui se retrouvent aussi avec des facilités peut-être d'installation d'équipement par rapport à des mairies où il faut créer des cahiers des charges à rallonge avant de lancer un appel d'offres. C'est vrai que dans les mairies, en fait, tout est bien géré, mais des fois, c'est long administrativement. Et le modèle public, il a du mal à se transformer très rapidement. Et donc, on se retrouve avec, même au niveau des finances, hein, on se retrouve avec un déficit de gymnase, par exemple, dans les mairies, hein, grossièrement. Moi, il y a beaucoup de services des sports qui me disent en fait, on a trop de demandes par rapport à nos capacités d'équipement. Et donc, les salles privées l'ont bien compris et donc se créent autour pour proposer et ou compléter la demande. Ok. Et du coup, tu parles d'appel d'offres et que beaucoup de vos clients sont les mairies. Vous répondez à des appels d'offres, du coup, donc c'est beaucoup de dossiers à remplir pour le service commercial. Ouais, exactement. Ça, on va dire que c'est une compétence métier, Okay. clairement, dans notre domaine, de pouvoir répondre à des appels d'offres publics. Donc, tu as une personne à temps plein qui fait ça presque ou... Ouais, même plus. Hein. Tout le service commercial est formé pour répondre à des appels d'offres. Ok. Et même notre logiciel est adapté pour. C'est-à-dire qu'au départ, notre cible, c'est vraiment les mairies. Donc, on a créé limite, on s'est créé notre logiciel nous-mêmes pour ça. C'est vraiment ok, ouais, parce que je sais qu'une mairie, il faut faire un dossier, un mémoire technique. Enfin, nous, en tout cas, dans notre domaine, dans la communication, quand c'est des appels d'offres publics, il faut faire un mémoire technique, il faut remplir tout un tas de dossiers administratifs, le formulaire DC1, DC2, enfin, etc. etc. Donc, toi, finalement, c'est ça que tu fais à longueur de journée, quoi, entre guillemets. Ouais, c'est ça. Au départ, en fait, vu qu'on est quand même une jeune entreprise, on se disait que les appels d'offres, c'était pas notre opportunité, enfin, pas notre priorité. Ok. Donc, on s'est beaucoup focus sur du gré à gré, des petites demandes d'un client, on va dire, qui nous fait confiance. Donc, en dessous d'un certain seuil d'euros, quoi. Exactement. On est vraiment là-dedans. Et après, on a passé des caps et on a commencé à répondre un peu plus d'appels d'offres. Alors, notre objectif n'est pas de faire que de l'appel d'offres, encore actuellement, parce que l'appel d'offres, généralement aussi, c'est des prix un peu plus tirés, etc. Et qu'on est une entreprise qui passe peut-être un cap en termes de chiffre d'affaires, mais qui ne peut pas rivaliser avec toutes les entreprises. On ne pourrait pas répondre à tous les appels d'offres de France et les prendre, quoi. Donc, si tu en réponds à 100 et qu'au final, malgré toi, tu en as 50, c'est peut-être un peu trop pour nous. Donc, le temps que ça soit décidé, répondu, etc., il ne faudrait pas trop en avoir, non. Parce que c'est lourd à gérer aussi derrière. Bah, bien sûr, bien sûr. Et du coup, comment vous réussissez à vous faire connaître, pour parler un peu plus de l'aspect commercial, communication, marketing, comment vous réussissez à vous faire connaître auprès de cette cible municipale, ou pas d'ailleurs, qui est, je suppose, pas si évidente que ça à toucher finalement? Oui, alors au départ, c'est d'avoir un peu du réseau. Hein. Alors, j'ai la chance de faire ce travail-là depuis très longtemps, de mon côté, donc d'avoir aussi des contacts. Tu connais déjà un peu du monde, connais déjà un peu du monde dans le secteur de base. Exactement. Et après, dans notre domaine, nous, on a une stratégie qui est très claire. C'est avant de faire de la communication, c'est de faire des chantiers qui sont appréciés, pour que le bouche à oreille fonctionne dans le bon sens. C'est-à-dire que, ok, on a entendu parler de la Fabrique du Sport, et si on a entendu parler de la Fabrique du Sport en bon parce que le chantier a été bien fait par un confrère ou par un client carrément qui pourrait parler de nous, on pense que c'est la meilleure pub. C'est vraiment notre stratégie, c'est assumer. Donc là, vraiment, la priorité numéro 1, c'est mettre tous vos efforts ou la quasi-totalité de vos efforts sur vos chantiers, la qualité de vos produits, etc., pour derrière laisser faire, entre guillemets, le bouche à oreille et les discussions, la recommandation finalement. Ouais, au départ, c'était ça. Ouais. D'accord. C'était vraiment ça. Alors maintenant qu'on a passé un petit cap, on peut se permettre de mettre un peu plus de budget dans des salons, des choses comme ça. D'accord. Mais au tout départ, je me rappelle très bien, avec Charlie, on a parlé, on fait comment on développe l'entreprise. On a appelé 10 clients pour la prospection. Et on a pris des chantiers, dont la Tony Parker Academy, en fait, qui est un très gros chantier pour une entreprise qui vient de se créer. En fait, au départ, on s'est focus 3 mois juste sur ce chantier-là, en se disant, en fait, si on se plante chez Tony, en fait, je crois qu'on va arrêter notre métier très vite, donc on n'a pas intérêt de se planter. Donc on a focus sur ce chantier en se disant que ça serait une vitrine pour nous
pour le réussir de la bonne manière. Et en fait, on a décidé de se structurer après ce chantier. Okay. On a tout donné là-dessus pour pas se planter. Donc je pense qu'on a réussi, sinon on serait peut-être pas là à l'heure actuelle. Et puis après, rester très humble, essayer de rester à sa place, faire du bon boulot et être à l'écoute du client. Des fois, il y a des choses qui se passent pas forcément bien, mais d'être actif en service après-vente pour qu'à la fin, le client il comprenne qu'en fait, on est une entreprise avec du service et qu'on veut être là pour lui avant tout. Tu parles du coup de salon, que maintenant vous commencez à participer. C'est quel type de salon? Vous avez des stands? Vous y allez juste en visiteur? Qu'est-ce que vous faites sur les salons? Ouais, alors on avait fait une fois le Salon des Mers, une édition là, il y a 2 ans, je crois. Okay. Donc ça fait partie un peu de notre com sur l'image de marque. Parce que du coup, la Fabrique du Sport, on aimerait qu'elle grandisse, la marque. Donc on se dit que c'est un nom qui est sympa. Donc on fait quelques salons. C'est pas là-bas forcément qu'on signe des contrats directement. Parce que les mairies, de toute façon, la décision, elle est un peu longue. Le temps qu'on fasse le devis, etc., il peut y avoir quelques mois qui se déroulent. Donc là, on fait des salons comme le Salon des Mers. On a fait, par exemple, les Journées nationales de l'Andis, qui réunit les directeurs des sports des mairies à Saint-Nazaire récemment. D'accord. La semaine prochaine, je suis du côté de Marseille où on fait le salon qui réunit les élus au sport des mairies. D'accord. De l'Andes. Voilà, on fait quelques petits salons comme ça. Et vous avez un stand ou tu y vas juste en tant que visiteur? Ouais. Ah, vous avez un stand, ok. Ouais, un stand, ouais. Et du coup, vous avez un stand. Enfin, c'est quoi? Comment vous avez fait tous les visuels du stand? Bonne question. C'était des kakémonos d'il y a 3 ans qui sont pas top maintenant. C'est vrai qu'il faudrait peut-être qu'on les mette à jour. mais effectivement, on ramène aussi une télé où on montre un peu des réalisations parce qu'on s'était acheté un petit drone, on avait fait des petites réalisations des premiers chantiers pour montrer ce qu'on est capable de faire. Et on amène 2-3 produits aussi pour essayer de pouvoir toucher le produit. Alors même si on pourra avoir par exemple plus de 1000 références de produits dans notre catalogue, on en amène quelques-uns pour que les gens voient. Et... Voilà, pour qu'ils se disent en fait, il y a un cercle de basket, une haie ou un échantillon de sauteur de perche, mais en fait, on comprend tout de suite leur métier. Ok. Et du coup, on parle beaucoup là finalement de communication physique. Est-ce que vous utilisez un peu de communication digitale, les réseaux sociaux, LinkedIn est-ce que ça fait partie aussi de votre stratégie, peut-être à partir de maintenant que la boîte a franchi un cap, comme tu l'as dit, ou vous préférez rester sur des canaux de communication plus physiques? Non, après, c'est vrai que je parlais de bouche à oreille important, mais c'est vrai que depuis le début de l'entreprise, on a quand même communiqué sur les réseaux. D'accord. Donc ça serait un peu mentir de dire que ça n'a peut-être pas marché grâce au réseau, parce que je pense qu'on a une visibilité aussi, par exemple, sur LinkedIn, des choses comme ça. Donc, effectivement, notre stratégie digitale, elle est importante sur les réseaux sociaux, très ciblée LinkedIn, puisque notre cible de mairie est plutôt sur ce canal-là. Un peu de newsletter de temps en temps pour faire parler de l'entreprise à peu près 1 à 2 fois par mois. Mm-hmm. Et puis on a eu aussi digitalement pas mal de mal ou d'objectifs, puisqu'on a eu notre site internet qui était piraté l'année dernière. On a galéré de fou à le relancer. On a tout recréé de zéro depuis janvier. D'accord. Et on a créé aussi un catalogue interactif pour pouvoir mettre à jour un catalogue avec des produits qui sont ce qu'on pourrait faire, un peu standard. Donc on est toujours là à écouter les besoins pour l'installer. Mais c'est juste pour pouvoir donner une idée, parce qu'on nous demandait si on avait des catalogues avant. On disait non, et on ne veut pas imprimer de catalogue chez nous. On se refuse à ça. Okay. Et donc des fois, c'est pas très bien accepté. Et on a dit, si, on va vous faire un catalogue interactif digital. Donc on a automatisé en fait avec un accès pour que les clients puissent aller là-dessus. Donc c'est encore un travail. On a un travail régulier à faire dessus pour qu'il s'étoffe. Mais j'allais y venir. Est-ce que le e-commerce et le fait qu'un client pourrait commander potentiellement on va dire le petit matériel directement en ligne est un axe de développement envisagé? Alors au départ, pas du tout. Et on en avait parlé notamment avec Olivier de la Clergerie de LDLC qui nous avait accompagnés quand on a créé notre entreprise. Et on lui avait posé la question, on voulait faire un site e-commerce direct en se disant on est une jeune génération, nous e-commerce. Et en fait, il nous a clairement posé les bonnes questions. Il nous a dit mais quelle est votre cible? Quelle est votre cible et pourquoi vous voulez faire un site e-commerce? Et en fait, c'est vrai qu'en fait, il n'y a pas d'intérêt à l'heure actuelle puisque notre cible, c'est les mairies.
Et les mairies, ils passent par un bon de commande dans tous les cas. Ils vont pas payer en ligne. Ouais, Donc, ils peuvent pas. Ouais, ok. donc là, il y a cette problématique-là pour cette cible-là. Ça pourrait être intéressant pour les sites de salles de sport privées qui voudraient, par exemple, acheter un filet de basket ou un filet de hand, sans nous appeler pour que ça soit récurrent, que ça aille plus vite. Ça, faudrait peut-être qu'on le voit, mais c'était pas prioritaire. Et vu qu'on était jeunes, on l'avait pas fait. Ok. Mais peut-être que dans un deuxième temps, on aura cette stratégie. Ou peut-être avec des nouvelles gammes. Tu vois, je pense. Je dis une connerie, mais peut-être, je sais pas, mais tu vois, il y a des salles de CrossFit qui se développent dans tous les sens. Est-ce que vous avez aussi vocation à essayer de vous développer par un étoffement de votre gamme ou aller sur de nouveaux types de matériel, ou alors vous voulez rester sur vos spécialités, votre niche, entre guillemets, et essayer de vous étoffer là-dessus? C'est des questions pertinentes, Jordan. En gros, ouais, notre stratégie, elle est peut-être pas assez ambitieuse pour certains, mais en tout cas, elle est vraiment de rester spécialisée. D'accord. Pour plein de raisons, parce qu'il y a beaucoup de normes, il y a un code du sport qui existe en France, et donc on a effectivement notre niche où on est des hyper spécialistes. D'accord. Et par exemple, le CrossFit ou du matériel qui pourrait être vendu ou acheté par du particulier, c'est peut-être presque un autre métier. D'accord. Donc ça pourrait être un projet secondaire comme une création d'une nouvelle entreprise, par exemple. Ou, donc ça voudrait dire qu'on aurait fait un peu le tour de notre métier de base. Mais à l'heure actuelle, on a tellement de projets en cours qu'on a encore un peu de temps avant de voir venir. Tu vois, par exemple, là, on veut créer une gamme de foot plus aboutie qu'on lance cette année à destination des entreprises d'espaces verts et de sols sportifs. Ça faisait 5 ans qu'on voulait travailler dessus, on la lance enfin cette année. Donc, tu vois, il y a plein de projets comme ça qui doivent voir le jour avant. On parlait des réseaux sociaux et que tu utilisais LinkedIn notamment. Est-ce que vous êtes présent sur d'autres réseaux sociaux aujourd'hui concrètement? Vous mettez combien de posts par mois ou par semaine? Ouais. Comment vous produisez les photos, les vidéos? Enfin, comment vous êtes organisé de ce côté-là, vraiment sur la partie, on va dire, concrète? Ouais, réseaux sociaux, en gros, objectif, un post par semaine. D'accord. Plus pour parler de la marque, clairement. On essaye de donner du contenu pertinent. Parler de références, parler de l'entreprise. Voilà, mais on n'essaye pas de rentrer trop dans le détail non plus, parce que ça, on peut le faire en physique avec les clients. Pour rentrer plus dans le détail, passer du temps avec plaisir. Et ça, c'est notre quotidien. Après, on est un peu sur Instagram, on est un peu sur Facebook. Mais on se rend compte que du coup, c'est plutôt des amis qui like, qui commentent. Ouais. Voilà, donc c'est vrai qu'on le fait parce que du coup, ça nous coûte pas grand-chose de partager le même post que LinkedIn, même s'il n'est pas vraiment adapté. En tout cas, on n'a pas cette vocation-là. On essaye un peu YouTube là, depuis très peu de temps. Faire un peu de SEO. Voilà. Là, il faut qu'on travaille sur notre site en SEO, par exemple. Avant tout, on va travailler. Tu peux utiliser YouTube aussi pour faire du SEO, tu vois. Tu vois, je sais pas. En fait, maintenant, quand tu fais une recherche Google, dans les premiers résultats, il peut y avoir des vidéos YouTube. Okay. Donc en soi, si tu fais une vidéo, par exemple, je sais pas, c'est souvent des vidéos tuto ou des choses comme ça, tu peux être dans les premiers résultats Google grâce à une vidéo YouTube. Intéressant. Donc tu vois, je sais pas, comment installer un filet dans votre cage de foot. Si quelqu'un va aller chercher après le lendemain sur Google, pas le lendemain, mais quelques semaines après sur Google, installation filet cage de foot, ouais. Ça va potentiellement être cette vidéo-là qui va remonter en premier résultat. Ok. Ouais, intéressant. Effectivement, tu vois, nous on est un petit peu des gens de chantier, donc des fois le digital, on est bon sur certains points, mais pas encore abouti totalement. Et sur la partie aussi se faire connaître, on sait que du coup, on est des acteurs du sport tous les deux. Le sponsoring, c'est un axe assez important. Moi-même, par exemple, avec Jumpstart Studio, je sponsorise un peu 2-3 petits clubs plutôt locaux, ou voilà, le Lyon Hockey Club, par exemple, des choses comme ça, pour déjà pour passer des bons moments. Et puis aussi parce que ça me fait plaisir de participer à l'écosystème du sport local. Est-ce que vous, ça fait partie aussi d'un axe que vous avez envie d'explorer ou que vous explorez déjà? On explore déjà. Nous, on parle de sponsoring, mais aussi de mécénat. Okay. On essaye de mixer les deux, parce que quand tu peux faire du mécénat, tu peux donner presque un peu plus. Parce que des fois, pour l'intérêt général, du coup, tu choisis un peu où tu vas mettre tes impôts. Et tu vois, on fait un beau partenariat avec la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de basket là, prochainement. Du coup, on soutient aussi pas mal l'Asvel féminin.
Tu vois, on a des places là-bas, on va les voir toutes les années, on prend notre petit package de places. Alors cette année, j'étais pas très présent, mais je m'en excuse, l'année prochaine, je serai à fond. Ouais, t'avais d'autres choses à faire cette année peut-être aussi. Apparemment, ouais, c'est sûr. C'était pas l'envie qui me manquait. Je regardais bien les matchs à la télé ou des choses comme ça, mais en tout cas, ouais, on soutient pas mal de projets. Il y en a plein. On est aussi derrière la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes d'athlétisme. Derrière la Ligue en direct, mais aussi derrière le meeting d'athlétisme qui se fait à Lyon. Un meeting international qui est en train de prendre de fou depuis 2-3 ans. Et nous, on fait pas mal de... Déjà, on est des passionnés d'athlé. On a fait d'athlé avec Charlie. Et donc, déjà, par la passion, on se dit que ça serait cool d'avoir un meeting à Lyon qui prend encore plus d'ampleur. Et ils font un travail incroyable. Et puis à côté de ça, on a un intérêt puisque du coup, on fait du matériel d'athlétisme. Du coup, on se dit que ça a du sens de pouvoir allier l'utile à l'agréable. Donc voilà, on soutient un peu ce type de projet. Malheureusement, on peut pas une petite entreprise, on ne peut pas répondre positivement à tous. Et puisqu'on est dans le sport, je pense que comme toi, on a beaucoup de sollicitations. Mais en tout cas, il faut qu'ils continuent les clubs à nous solliciter. Un jour, ça marchera. Et quand tu parles de soutien, vous, ça peut être aussi du soutien matériel ou des fois, vous pouvez fournir peut-être un peu de matériel. Comment ça se passe ? Comment ça s'articule ? On pourrait effectivement le faire comme ça, en mécénat de compétences, on peut dire, ou fourniture. Là, c'est beaucoup du partenariat financier de ce qu'on vient de parler. Ouais. Ok. Tout à fait. Petite question. Le Made in France, est-ce que c'est encore possible de réussir à être compétitif en fabriquant tu me disais qu'il y avait quand même beaucoup de choses qui étaient fabriquées en France. Ouais. Est-ce que c'est encore possible d'être compétitif tu parlais des prix aussi, de l'importance des prix dans les appels d'offres. Ouais. En fabriquant en France. Oui, alors nous, on est un des rares métiers où je pense que ça n'a pas été un souci et ça a toujours été un peu le cas. Et ça l'est encore pour plusieurs raisons. C'est qu'il y a la particularité de la logistique et du transport qui est très important. Parce que quand on vend par exemple un but de food, le coût du transport est très important par rapport à... Oui, c'est gros, ouais. C'est gros, ouais, exactement. Et donc plus tu le fais venir de loin, plus tu vas coûter cher en transport. Et donc au final, la marge entre peut-être la main-d'œuvre que tu vas payer à l'étranger et la main-d'œuvre que tu vas payer en France se diminue. Et du coup, tu gagnes aussi en réactivité ou des choses comme ça. Donc dans notre métier, c'est vrai que... je pense qu'il y aura toujours de la fabrication française, en tout cas je l'espère. Après, ça dépend aussi de la technicité du produit, de ce que tu vas vendre. Je pense qu'en France, on a quand même un savoir-faire équipement sportif abouti, mais qui est beaucoup plus valorisé sur du produit technique. Effectivement, on a des pays à l'étranger qui sont des marchés de prix et qui peuvent s'implanter chez nous un petit peu, mais en France, on a vraiment par contre une compétence technique dans ce métier-là qui est importante. Donc, par exemple, on vient nous chercher pour de la technique à l'étranger aussi. Et les boîtes françaises, elles s'exportent bien aussi. Si on fait l'effort d'avoir un produit innovant qui répond à des demandes particulières, on va pouvoir exporter un produit à l'étranger sur des marchés même de prix des fois. Ok, super intéressant. Ok. Et le sport est à la mode et cette année en France, il y a un gros boom, on va dire, de par les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Est-ce que ça a un impact vous-même, finalement, même si potentiellement, c'est pas parce qu'il y a les JO que les mairies vont forcément renouveler leur matériel, mais est-ce que ça a eu un impact ? Est-ce que vous sentez que ça a un impact sur votre entreprise et sur votre volume d'affaires ? Complètement. Alors, pour plusieurs raisons. Les premières, c'est qu'il y a quand même les mairies qui ont plus commandé grâce aux JO. D'accord. Parce qu'en fait, elles se sont mises à jour pour pouvoir accueillir des délégations sur certaines épreuves. Et il y avait des subventions qui étaient allouées pour ça aussi. D'accord. Donc, ça permettait de créer des dossiers pour pouvoir, entre guillemets, rénover des équipements sportifs ou en créer des nouveaux, pour faire des bassins, enfin des équipements qui vont accueillir des délégations ou même qui pourraient accueillir les Jeux Olympiques directement sur des centres d'entraînement ou des compétitions phares. Donc il y a ça. Et il y a aussi le gouvernement qui, en parallèle de ça, s'est dit effectivement on a un peu du retard sur l'équipement sportif en général en France et qui avait lancé un plan qui s'appelle le plan 5000 équipements
D'accord. sur de l'équipement de proximité, en fait, équipement d'accès libre, qui n'est pas du tout pour des délégations, mais... Ah, donc comme des trucs de musculation, qu'il y en a dans des parcs, ou des cages dans un parc public, ou des choses comme ça, quoi. Voilà, par exemple, un terrain de basket 3-3 était éligible à ce plan-là. D'accord. Et donc, il y en a pas mal qui fleurissent, des petites pistes d'athlétisme. Le but étant de booster un petit peu la pratique en France. Donc là, nous, on a été un peu avantagés, le marché en global. Je pense qu'il y a pas mal de boulot en ce moment. Et puis après, il y a les JO en tant que tels. Et nous, on travaille un peu pour les JO aussi. Alors, c'est des petits marchés par rapport à l'enveloppe globale de notre chiffre d'affaires. Mais par contre, c'est super valorisant et c'est cool de pouvoir un peu participer à ça. Tu seras sur place? T'as tes places ou... Alors, j'ai une place le 5 août. Je vais voir l'athlétisme. D'accord. Ouais. Donc j'espère que Thibaut Collet, tu m'entends à la perche, tu rapporteras une médaille. Et bah écoute, Béranger, en tout cas, merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci beaucoup pour le temps, les explications. Toujours cool de pouvoir échanger avec toi. Avec toi, c'est toujours un plaisir d'échanger sur l'entrepreneuriat. Bravo en tout cas pour pour la réussite de l'entreprise. Bravo à toi aussi. Ouais, bon écoute. Moi je vous dis à dans 15 jours. Pour un prochain épisode. Donc, il y a un épisode tous les 15 jours de ce podcast sur le terrain qui sortira, qui sort. Donc, moi, je vous dis à dans 15 jours pour un prochain épisode. Et Béranger, on reste en contact. Et puis, on se verra peut-être sur un événement Sport Connect Lyon avec plaisir. Dans les prochains mois. Il y a un tournoi de paddle là qui arrive. Ouais, mais je suis pas là, je suis à Roland-Garros. Ah merde, c'est vrai. Sinon, j'aurais trop aimé participer. Quand j'ai vu le truc, j'ai dit, non, mais là, c'est obligé, j'y suis. Et j'ai vu la date, j'ai dit, bah non, je peux pas. Mais au moins, il y aura de la place pour les autres. On va pouvoir gagner. C'est vrai, c'est vrai. Bon, allez, merci beaucoup, Béranger. Ciao, ciao. Salut, Jordan.